Eh bien, on va enchaîner avec la table ronde suivante. Euh, Produire un film, c'est bien, c'est même très bien. Le vendre, c'est mieux. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient un duo essentiel à l'existence d'un film. C'est le duo producteur-distributeur. Alors, ce tandem producteur-distributeur, il y a 20 000 configurations. L'idée, c'est d'emmener un film le plus loin possible, de le diffuser le plus largement possible pour qu'il n'y ait aucune frustration. Frustration pour le pas pour le réalisateur, pour le producteur, mais aussi pour le spectateur. Et donc, pour cette table ronde production-distribution à tandem essentiel, j'appelle notre administratrice Betty Sulty-Johnson, qui est aussi productrice chez Abebo Studio. Bonjour à tous. Très bien. Donc, je vais demander à Marie-Laure Hébrard de me rejoindre. Marie-Laure, si tu veux bien, qui est distributrice chez Film et Picture. Anne Litardi de Béliane. Et Cécile Tignac de 4T Culture. Super. Donc, comme il a été précisé aujourd'hui, donc on va parler en fait de cette stratégie entre la production et la distribution audiovisuelle. Donc, je précise qu'il s'agit vraiment des ventes internationales et de cette réflexion sur cet enjeu majeur pour les producteurs. Donc, nous avons avec nous, comme je vous l'ai indiqué, donc Marie-Laure Hébrard qui se trouve donc ici. Marie-Laure a fondé la société Film et Pictures. Elle a travaillé précédemment pour Lagardère Entertainment Rights, qui s'est ensuite appelée Lagardère Studios. Elle a travaillé pour AB Productions avant de créer sa structure spécialisée dans la vente à l'international de fiction. Ensuite, à ma droite, donc il y a Anne Litardi qui a travaillé également chez Lagardère Entertainment Rights et qui a fondé Béliane, une société de distribution audiovisuelle spécialisée dans la vente à l'international de documentaires. À ma gauche, nous avons donc Cécile Tignac qui a créé tout récemment 4T Culture et qui a auparavant travaillé pour Mediatoon ainsi que Prime Entertainment Group. Voilà. En fait, Marie-Laure, je vais commencer avec toi, puisque tu es spécialisée donc, dans la vente de contenu à l'international, spécifiquement en fait, de contenu de fiction. Je voulais un petit peu connaître ton point de vue sur les questions de droit, d'acquisition. Qu'est-ce qui a évolué depuis que tu as commencé dans l'activité ? Alors, déjà, je vais vous présenter un petit peu Film and Picture brièvement. J'ai lancé la société il y a 16 ans. Elle est spécialisée en distribution, c'est-à-dire vente internationale de fiction. Je représente un catalogue qui fait à peu près 1500 heures de programme. J'y reviendrai, c'est important d'avoir du volume quand on est distributeur pour intéresser les acheteurs. Et parmi les programmes vendus par Film and Picture, dans le passé, j'ai connu un gros succès avec la série de Bruno Naon, Ainsi soit-il. Et aujourd'hui, avec des séries avec des héros récurrents, comme Alexandra L. avec Julie Depardieu, Simon Coleman avec Jean-Michel Tinivelli, ou des séries feuilletonnantes, comme Tout cela, je te donnerai en 6x52 qui est passé sur France Télévisions, qui a connu un gros succès, ou encore Un soupçon avec Odile Villemain. Mais surtout, avant tout, Film and Picture a créé la collection Meurtre à partir des téléfilms produits pour France Télévisions,
Vous les connaissez tous, hein, Meurtre à Saint-Tropez, Meurtre à Toulouse, etc. Donc il s'est agi d'agréger en fait au départ des téléfilms avec un casting différent pour créer une collection. Et aujourd'hui, cette collection connaît un succès, que ce soit en France, énorme, mais également à l'étranger, puisqu'elle rencontre du succès aux États-Unis, au Japon, en Asie du Sud-Est et partout en Europe. Donc c'est vraiment aujourd'hui le programme phare de Film and Picture. Je voulais d'abord dire un mot aussi sur les acquisitions pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pour établir un contact avec un distributeur et signer un mandat de distribution qui consiste pour vous, à confier votre programme pour la commercialisation à un distributeur, mais qui consiste avant tout à passer un partenariat, dans la mesure où on va vous accompagner tout au long de la deuxième vie du film, au moment où il sera exploité sur le second marché français et à l'international. Déjà, la première chose pour vous, c'est de commencer par signer une convention d'écriture, parce que si vous n'avez pas de commande d'une chaîne qui vous permet de financer le programme, il ne peut pas y avoir de distribution derrière. Mais c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire très tôt, en amont, que le distributeur va décider sur lecture de scénario, en ayant parfois le casting et le nom du réalisateur, mais pas toujours d'ailleurs. Et là, on va se positionner pour passer un accord avec vous, résumant les conditions de la façon dont on va vendre votre programme à l'international. Cet accord, il peut se faire en fiction avec ou sans minimum garantie, c'est-à-dire avance sur les ventes qui vont être acquises au producteur. Alors, minimum garantie, le distributeur en avance quand le programme va constituer une locomotive pour son catalogue, vraiment un produit d'appel. Sinon, on signe ce qu'on appelle un mandat simple, en vertu duquel vous confiez vos droits, le distributeur vend votre programme et tous les 6 mois, vous recevez un relevé des ventes et un chèque. Dire que dans ce cas-là, le distributeur n'avance rien n'est pas vrai, puisqu'on avance en tout état de cause les frais de sous-titrage anglais de votre programme ou de doublage pour le documentaire, mais en fiction, c'est du sous-titrage, pour être en mesure de le proposer à l'étranger. Là-dessus, un bref aperçu du marché actuel pour vous situer un peu dans quel état d'esprit est le distributeur en ce moment. Le marché n'est pas bon, le marché des ventes n'est pas bon. En fait, on connaît vraiment une crise géopolitique mondiale et économique qui fait que les chaînes publiques ont moins de budget de la part des gouvernements et donc réduisent les prix qu'elles payent ou alors réduisent le montant de leurs achats. Et côté privé, on est confronté à la même chose puisque la publicité baisse et éventuellement se reporte sur d'autres médias. Donc c'est un marché tendu, c'est un marché compliqué pour lequel on cherche des programmes qui vont se vendre. Actuellement, la demande à l'international, elle est sur principalement des séries de 52 minutes avec des épisodes bouclés, si possible avec beaucoup d'épisodes, et voilà. Donc c'est un peu une équation difficile à remplir. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport au moment où il y a eu l'essor des plateformes et où tout le monde cherchait des séries feuilletonnantes un peu edgy, un peu pointues, ça c'est retombé comme un soufflet. Et là, on est vraiment sur des programmes qui vont pouvoir diffuser facilement, avec lesquels ils vont pouvoir fidéliser le spectateur et diffuser, rediffuser sans problème. Donc la demande, elle se situe là aujourd'hui. Je vais vous expliquer rapidement aussi en quoi consiste notre travail que vous ne connaissez pas forcément. Première chose, le distributeur voyage. Là, pour vous donner un exemple, on a commencé par le rendez-vous de Paris et les rendez-vous d'Unifrance à Paris. Derrière, je pars à Berlin, puis à Londres, puis à Lille, à Sérimania,
Et enfin, au Content Lisbonne qui vient d'être créé. Et après, en juin, il y a des marchés en Europe centrale. Donc on n'arrête pas de bouger pour proposer vos programmes sur tous les marchés. Sur ces marchés, on a à peu près 30 minutes pour faire un rendez-vous avec un client qu'on a sollicité et pour pouvoir lui pitcher nos programmes. L'idée, c'est que le distributeur va pitcher au client uniquement les programmes qui sont susceptibles de l'intéresser. On ne peut pas se permettre de lui faire perdre son temps. Et il faut l'accrocher tout de suite pour que derrière, il ait envie de visionner vos programmes et que les liens qu'on va lui envoyer soient suivis d'effet. Dans la foulée, on envoie des liens de visionnage sous-titrés en anglais. Et ensuite, le jeu, c'est d'obtenir une réponse. Et donc, d'obtenir qu'il visionne vos programmes, ce qui n'est pas toujours simple. Et il faut savoir relancer sans agacer, avoir systématiquement de nouvelles informations à communiquer pour susciter son intérêt. Et derrière, obtenir une offre. Une fois qu'on a obtenu cette offre, commence la partie négociation, qui là n'est pas simple, parce qu'en effet, le marché a énormément évolué. Autrefois, on vendait, il y a quelques années encore, on vendait un territoire en exclusivité, souvent un type de droit, c'était Free TV, télé gratuite, ou alors Pay TV, c'était assez simple. Aujourd'hui, les droits digitaux ont énormément compliqué la donne, ce qui fait que souvent les clients demandent également les droits pour leur plateforme. Jusque-là, tout va bien. Mais aussi, parfois, de geler des droits qu'ils n'achètent pas eux-mêmes, mais qu'ils souhaitent geler, ce qui nous empêche derrière de faire d'autres ventes. Donc, voilà, c'est pas simple. Et comme je l'expliquerai, sur le second marché français, par exemple, il y a une chronologie des ventes, et non pas des médias, à respecter pour que le programme ait la durée de vie la plus importante. Pour vous donner une idée, au départ, vous allez financer votre programme avec une commande d'une chaîne hertzienne et éventuellement une plateforme en association. Derrière, on va le vendre en Pay TV, en premier lieu. Et éventuellement, en fiction, on peut faire en même temps une autre vente en Free TV. En tout cas, on va proposer le programme. Et une fois qu'on a fait cette vente et obtenu une offre, on est obligé de soumettre ça à la préemption du diffuseur initial, qui va décider si lui décide de racheter le programme ou pas. Voilà, donc c'est tout un processus qui s'enchaîne et si c'est bien géré par le distributeur, votre programme il peut tourner sur le second marché français pendant 10 ans, 15 ans et générer des recettes qui derrière vont vous permettre de financer votre développement pour développer et produire d'autres programmes. À l'étranger, c'est la même chose. On va essayer de sélectionner territoire par territoire le diffuseur le plus intéressant en premier lieu et éventuellement en trouver d'autres dans un deuxième temps si votre programme, bien évidemment, a marché et que d'autres clients sont intéressés. Pour vous donner une idée, en Espagne, les Meurtras, aujourd'hui, ils ont été vendus à plus de 7 diffuseurs différents successivement, qui même rachètent les droits pour quelques années. Voilà, donc c'est vraiment un gros succès. Il n'y a pas de second marché dans tous les territoires, mais heureusement, ça existe. Et encore une fois, ça vous permet de financer à vous votre développement et de faire vivre le distributeur pour qu'il continue à être un partenaire pour vous. En amont, sur vos préventes, il y a le diffuseur hertzien principal, mais après, vous pouvez aussi aller chercher des Belges ou des Suisses. Et bien évidemment, le distributeur peut vous aider à les trouver si vous n'avez pas les contacts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, je crois que j'ai fait le tour et que je serai disponible après pour vos questions. Merci à tous. Là, tu as évoqué, Marie-Laure, en fait, cette relation
qui est essentiel entre donc, le producteur et le distributeur, parce qu'en fait, le distributeur va négocier au nom du producteur. Est-ce que, Anne, par exemple, est-ce que tu peux nous parler en fait de cette nouvelle stratégie de fenêtrage à nos producteurs ici présents? Oui, alors effectivement, donc moi je suis sur un marché très différent de celui de Marie-Laure, hein, puisque moi je ne vends que du documentaire. Le documentaire n'est pas prioritaire pour les chaînes, de moins en moins. Donc il n'y a pas les mêmes enjeux financiers pour une chaîne à acquérir du documentaire que de la fiction par exemple. Et donc effectivement, même si tu as esquissé comme il le fallait, Marie-Laure, la stratégie de fenêtrage, elle est un petit peu la même. Alors, avant, j'aimerais revenir sur juste une petite chose au niveau des acquisitions. C'est que quand vous êtes producteur, il y a un dilemme qui se pose à vous, c'est comment choisir son distributeur. Et c'est important de faire un bon choix de distributeur parce que ça va quand même, c'est ce qui va décider de la réussite ou de l'échec concrètement de la commercialisation de votre programme, que ce soit de la fiction, du court-métrage, du long-métrage, des concerts, comme l'expliquera Cécile après, c'est hyper important. Moi, j'ai démarré dans ce métier il y a 25 ans. Il y a 25 ans, c'était relativement simple, comme l'a expliqué Marie-Laure. On avait une stratégie territoire par territoire. On allait voir grosso modo les chaînes publiques, les équivalents de France Télé, Arte, etc. On les mettait en concurrence avec les grosses chaînes privées et c'était à peu près tout. Après, on allait chercher de la vidéo physique, puisqu'à l'époque, il y avait encore la vidéo physique. Et c'était à peu près tout. Donc, on va dire qu'on avait un métier qui était relativement simple. Maintenant, c'est plus vrai, en fait. On a une telle multitude, effectivement, de supports, de diffusion partout, qui en plus ne sont plus limités territorialement, c'est-à-dire qu'une chaîne allemande, par exemple, en documentaire maintenant, quand ils achètent un documentaire, ils veulent des droits pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Autriche, mais aussi pour la Suisse en langue allemande, et en plus, bien évidemment, ils vont demander des exclusivités pour tous ces territoires, sachant qu'ils vont négocier un prix qui ne va pas couvrir, on va dire, le vrai prix de vente qu'on aurait territoire par territoire. Donc voilà. Et donc, en fait, vous, pour revenir à ce que je vous disais, en amont, il faut que vous preniez le temps de bien regarder et de bien poser des questions à votre distributeur potentiel pour savoir qu'est-ce qu'il fait, avec qui il travaille, comment il travaille, etc. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucun intérêt à travailler avec plusieurs distributeurs en même temps, parce que sinon ce sera contre-productif. Comme l'a dit Marie-Laure, on a des frais. Alors, soit effectivement, on investit en avance en vous garantissant, on va dire, un certain montant de recettes qu'on va récupérer, nous, après, sur les ventes. Mais on a des frais marketing, comme l'a dit Marie-Laure, on voyage, on a des frais on a des frais de déplacement, on a des frais marketing, on inscrit vos programmes dans des vidéothèques, on a des frais de représentation, on invite nos clients, etc., etc. Ce sont des frais qui ne sont pas négligeables. C'est ce qu'on appelle une partie de notre prise de risque à nous, en fait, les vendeurs, qu'on ne vous oppose pas, en fait. Donc, il y a une prise de risque aussi. Après, c'est de la négociation de gré à gré, mais on ne vous oppose pas tous ces frais, en fait. Donc voilà. Et donc, il faut que vous soyez sûr de n'avoir qu'un vendeur, parce que si vous en mettez deux, il n'y en a pas un seul, et je vous le garantis, qui voudra prendre le risque d'investir quoi que ce soit comme frais s'il se dit « Oui, mais aussi bien j'ai un concurrent qui va aller voir les mêmes chaînes que moi pour proposer le même programme, avec un acheteur qui va se dire mais finalement, je signe avec qui ? Qui a réellement les droits de me vendre ce programme-là ?» Donc c'est pour ça que choisir un distributeur, ça vous engage. Donc prenez le temps de faire ce choix. Posez-leur des questions, regardez ce qu'ils ont vendu, demandez-leur avec qui ils travaillent, appelez vos amis producteurs pour savoir si vous connaissez un petit peu le distributeur en question. Moi, ça ne me dérange pas parce que moi, quand je suis contactée par des producteurs, moi-même, je fais ma petite étude pour savoir qui j'ai en face de moi. Voilà. Donc, pour revenir moi à ma partie, effectivement, j'insiste, c'est devenu très technique la distribution parce qu'on n'a plus une chaîne qui ne veut que des droits relativement simples, on va dire très, très segmentés. C'est fini ça. Maintenant, ils veulent tous des droits beaucoup plus étendus, pour moins cher, avec des exclusivités beaucoup plus étendues, et puis tant qu'à faire, des territoires aussi, parce qu'on ne sait jamais. Certains pourraient vous dire « Oui, mais aussi bien dans 2 ans, je vais diffuser en Asie. » Voilà, c'est ça. Partez du principe qu'en face de vous, le diffuseur, il veut payer le moins possible, et que vous êtes là pour les faire payer le plus possible. Donc vous allez partir dans une négo qui va être un ping-pong qui peut durer parfois plusieurs mois
pour rentabiliser le plus possible en fait déjà cette offre-là, sachant qu'effectivement ils vont demander donc des droits linéaires télé sur leur territoire, ils vont forcément vous demander des droits VOD, vous ne pourrez pas y échapper, mais c'est sur ces droits-là que vous allez devoir négocier, et sachant que vous devez garder en tête que si vous cédez par exemple, notamment en fiction, des droits VOD à la première chaîne à qui vous vendez des droits télé, qui va vous demander des droits VOD combinés, vous tuez votre deuxième marché. Mais ça, nous les distributeurs, on sait le faire. Parce qu'en fait, on a l'habitude, on les voit venir, et qu'on sait que, comme on connaît très bien tous les marchés, pour voyager toute l'année, pour connaître tous les gens depuis 25 ans maintenant pour la plupart, même si, même toi Cécile, ça fait longtemps que tu es là, au bout d'un moment, on sait par qui il faut commencer, quelle chaîne aller voir en premier, à quel moment on se dit bon bah très bien, cette chaîne ne répond pas, je vais aller en chercher une autre, je vais lui proposer maintenant. Ne pas proposer tout de suite à tout le monde en même temps, attendre un peu, les faire patienter, leur mettre la pression en leur disant ouais mais attention, si tu tardes trop à me répondre, je vais aller voir tel concurrent pour aller lui proposer. Et ça effectivement, c'est de la technique, c'est aussi beaucoup c'est savoir où mettre le curseur, c'est connaître les gens, c'est savoir c'est connaître effectivement le type de droit qu'ils vont avoir. C'est tout ça le travail d'un distributeur aussi. C'est effectivement un travail à plein temps, c'est compliqué, ça nécessite beaucoup de compétences juridiques, techniques aussi pour savoir à quel moment effectivement je vais arriver à fenêtrer correctement, et aussi linguistique pour se dire non mais il n'y a aucune raison que telle chaîne me demande des droits en telle langue, qu'une chaîne allemande par exemple me demande des droits VOD en anglais, mais pourquoi faire c'est ça que je voulais vous dire en fait, c'est qu'en fait effectivement pourquoi c'est le bon combo un producteur, un distributeur. Moi je suis pas productrice, je sais pas faire votre travail, je sais pas effectivement, et j'aurais jamais la prétention de dire effectivement il faudrait que tu fasses ci et ça. Parfois on peut avoir une idée sur un scénario, parce que même en documentaire effectivement nous on intervient dès le début maintenant pour dire un petit peu déjà faire une petite étude de marché. Dire attention, on sait qu'effectivement j'ai entendu parler d'un documentaire concurrent fait par Arte ou la ZDF en Allemagne sur tel marché, j'ai entendu parler de ça. Donc si tu veux lancer un documentaire, à quel stade en es-tu, sachant que par exemple le documentaire de la ZDF, il en est déjà au stade de la production, ils ont commencé le tournage. Toi tu es en développement, c'est-à-dire au stade de l'écriture, bien, réfléchis, voir s'il ne faut pas que tu réorientes un tout petit peu ton écriture différemment pour être sûr que ton documentaire a une chance de passer. Et parce que nous, effectivement, après, on pense tout de suite à, quand on va le lancer en distribution, on sait qu'on va avoir des programmes concurrents. C'est obligatoire. Quand en documentaire, il y a un sujet qui se lance en France, quel que soit le sujet, on peut être sûr qu'il y a 3-4 documentaires concurrents qui sont en train d'être faits par d'autres chaînes à l'international. Et donc, effectivement, le bon combo, il est là. Nous, on est là pour être votre veille, pour vous conseiller, pour vous dire attention à ci et ça. En revanche, moi, votre travail de producteur, la prise de risque financière, la bonne fin que vous assurez aux chaînes, etc. Moi, je ne sais pas ce que c'est. En revanche, effectivement, nous, notre travail, qui est un travail à plein temps, faites-nous confiance là-dessus, parce que clairement, on sait ce que c'est. Donc on a bien compris que le distributeur est à la fois les yeux et les oreilles en fait du producteur, le guide d'une manière ou d'une autre. Il y a un autre aspect qui est un aspect technique aussi. Au moment de la production, au moment de la post-production, il y a certains éléments qui sont essentiels, auxquels il faut tenir compte dès le départ. Et Cécile, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, la technique, c'est un enjeu majeur parce que ça nous permet de pouvoir doubler le programme, pouvoir livrer les chaînes. Et alors, premièrement, on a besoin d'une version, une version VF, une version normale, une version PAD. Et il nous faut aussi pour le doublage une version propre. Donc, c'est une version dite internationale, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une version qui est sans logo, sans incrustation, sans sous-titres, et qui est au niveau sonore qui a des spécificités. Donc il a généralement 3 à 4 pistes. Donc on est sur une première piste qui est musique, une seconde qui est les voix, et une troisième qui est l'ambiance, et avec des MNI. Donc ça, c'est hyper important pour nous, parce qu'après, en fait, on ne va pas pouvoir livrer de clients. Par exemple, moi, je travaille avec un producteur.
Et il a l'habitude de travailler avec que des chaînes locales, et il n'a pas eu le besoin de faire une version internationale. Il n'a pas gardé les rushs non plus, qui fait que nous sommes obligés de travailler sur une version, d'épurer la version initiale pour pouvoir avoir une version qui est même sous-titrable, hein, parce qu'il y a des parties qui étaient sous-titrées déjà en français, et on est obligé de travailler sur une version où il est obligé de recentrer le documentaire pour avoir... évacuer le bas de l'image. Donc c'est hyper important pour nous. Aussi les scripts time-codés, c'est hyper important. Comme ça nous permet de savoir comment on double le programme. Alors, il faut savoir que nous, alors on peut travailler juste en distribution, mais aussi on peut travailler aussi en production, en post-production, c'est-à-dire accompagner le producteur au niveau de la post-production pour savoir qu'est-ce que le marché a besoin. Par exemple, moi, j'ai contacté un producteur qui travaillait justement en local. Je travaillais aussi avec justement des producteurs locaux qui ont des programmes qui peuvent être lisibles globalement. Et ce producteur, je lui disais, écoute, moi je suis intéressé par tes programmes, je pense que ça va bien marcher. Il n'y croyait pas du tout. Ces programmes, on l'a vendu en chaîne publique, on l'a vendu aux États-Unis. Et si je n'avais pas poussé, ça n'aurait pas pu être fait. Et justement, lui, il voulait travailler en national, maintenant il travaille en international. Donc nous, on connaît notre travail, et en fait, justement, ce producteur, il avait une petite série, une série en court-métrage, en cours, en fait, court, c'est du court documentaire, et il a tellement bien aimé que j'ai vendu la série à plusieurs reprises, qu'il m'a dit, écoute, maintenant, je vais produire une série sans CNC, sans aucune chaîne, et comme ça tu vas pouvoir le distribuer. Comme ça c'est plus facile pour moi, il avait les images, etc., c'est plus facile pour moi. Mais il a été conquis le fait que lui ne connaissait rien à la distribution, et il ne pensait pas justement qu'un programme qu'il avait pouvait intéresser un distributeur. Et c'est pour ça que notre travail, c'est vraiment de pouvoir accompagner aussi les producteurs. On a aussi travaillé sur une version... alors, il avait une version qui était plus locale. On a changé certaines choses dans la version pour apparaître plus internationale, et ça s'est bien vendu. Donc, alors ça, c'est un des enjeux. Donc, déjà, le doublage, faire le doublage. Et au niveau de la technique, ça, c'est très important. S'il n'y a pas de master VI, c'est très difficile de faire un doublage. C'est très difficile, voire impossible de faire un doublage. Et c'est des frais en fait qu'on rajoute aux distributeurs pour pouvoir récupérer une VI, potentiellement travailler avec un labo, etc. Donc s'il vous plaît, gardez vos rushs. Ça, c'est hyper important. Alors moi, du coup, je travaille énormément dans les concerts, qui sont des programmes à part entière, puisqu'il n'y a pas vraiment de chaîne dédiée aux concerts en France. C'est pas vraiment quelque chose qui parle. Alors, c'est un peu moins intéressant que les documentaires, du coup. Enfin, c'est un peu moins apprécié que les documentaires, mais il y a une vraie vie dans les concerts. Quand on va à un concert, on vend généralement une notoriété d'artiste. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur un concert d'Amy Winehouse. Je l'ai vendu à plusieurs diffuseurs. Pourtant, l'artiste est décédé depuis 2011. Mais c'est la notoriété de l'artiste qu'on vend. Et en fait, sur le marché, que ce soit sur le marché français, sur le marché plus français, en fait, c'est assez limité en possibilité de vente, car les chaînes achètent plus des noms qui sont hyper vendeurs. Par exemple, ils vont peut-être prendre Blur ou Sting, etc., mais pas des artistes qui sont un peu moins connus sur la scène internationale. Mais par contre, il y a énormément de possibilités sur la scène internationale. Il faut savoir qu'il y a des chaînes, notamment thématiques, qui sont dédiées aux concerts, qui ont besoin de volume, etc. Et donc, c'est un marché qui marche. C'est un marché qui est un peu niche, mais qui marche très, très bien. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que comme vous le savez, la musique traverse les générations et traverse facilement en fait les frontières. Et en France, on a pas mal de festivals qui fait qu'il y a quand même
énorme masse de concerts qui sont disponibles à la vente. Et ça, les chaînes, par exemple, moi j'ai travaillé avec des chaînes aux États-Unis sur des concerts tournés en France. Pourtant, il y a énormément de festivals aux États-Unis, mais il y a toujours de l'intérêt pour des artistes qui ont un catalogue musical de renom ou des artistes qui sont importants dans leur milieu. Et au niveau des courts-métrages, alors du coup je travaille sur les contenus musicaux mais aussi sur les courts-métrages, il faut savoir qu'en fait, en tant que distributeur, on se déplace au marché. Donc, par exemple, pour les courts-métrages, il y a le festival de Clermont-Ferrand, il y a d'autres festivals, des marchés spécifiques. Par exemple, si vous travaillez en court-métrage, il y a des marchés spécifiques au court-métrage. Ce n'est pas forcément le MIP qu'on a l'habitude d'avoir, mais c'est des marchés qui sont destinés vraiment qu'aux acheteurs et qu'aux vendeurs de courts-métrages. Et ça permet justement de pouvoir vendre, valoriser les programmes et proposer des programmes qui sont qui sont intéressants que ce soit pour les chaînes et que ce soit pour les plateformes. Très bien. Vous avez exposé certains points de la distribution. Je voulais avoir un peu votre opinion concernant ce qu'on appelle l'hyperdistribution et dans quel cadre ça peut être contraignant par rapport au système de fenêtrage, de droit, puisque maintenant on voit qu'il y a des partenariats qui se font entre Arte et TV5 Monde, qu'on retrouve en fait des contenus sur l'une ou l'autre des plateformes et que l'enjeu de la VOD devient réel. Alors, je veux bien prendre la parole parce que Arte est un excellent cas. Ils ont lancé ce qu'ils appellent la plateforme Arte Europe, qui fait que maintenant, vous, producteurs, quand vous négociez un contrat de coproduction avec Arte, ils vont systématiquement vous imposer une clause disant que, en plus des droits linéaires, donc les diff antennes, ils vont vous imposer que vos programmes soient repris sur la plateforme Arte Europe en anglais, espagnol, italien, polonais. Pour l'instant, je crois que c'est tout, en plus du français et de l'allemand. Ce qui fait que nous, en tant que distributeurs, quand on arrive derrière, on arrive avec des programmes pour lesquels les pays n'ont plus réellement d'exclusivité. Je rebondis sur TV5, puisque TV5 donc, diffuse sur la chaîne TV5 à travers le monde et reprend sur sa plateforme dans les 30 jours suivant chaque diffusion sur la chaîne, et ça, tout va bien. Mais ils demandent parfois aussi les droits pour leur plateforme TV5 Monde Plus dans le monde entier, en permanence, dans des versions sous-titrées. Et dans ce cas-là, 0 vente à l'international. Vous ne pouvez plus vendre puisque vous ne pouvez plus accorder ni la primeur, ni l'exclusivité à un client. Et votre programme, il est proposé gratuitement en permanence et il est rincé. De la même façon, vous, producteurs, résistez à la tentation de mettre vos programmes en free VOD, AVOD, avant qu'il n'ait 20 ans d'âge pour une fiction. Je pense à YouTube, par exemple, parce que ça, il faut le faire vraiment en fin de cycle. Ça ne rémunère pas les ayants droit et en fait, ça tue le marché. Je voulais un peu parler en fait du plan de financement, puisqu'on a en face de nous donc des producteurs qui produisent du court-métrage, du long-métrage. Quelle est votre relation aussi avec le distributeur salle, vous qui faites de la vente internationale, en termes de pourcentage dans un plan de financement, quel est le pourcentage, en gros, comment vous partager les territoires, parce que parfois il y a des distributeurs salles qui prennent aussi des ventes internationales. Est-ce que vous avez eu des cas de figure où vous aviez un dialogue avec ces distributeurs salles? Oui, moi j'en ai eu un. En fait, j'ai commercialisé Petit Quinquin à l'époque, qui avait été projeté au Festival de Cannes, et je l'ai commercialisé avec la femme de Dumont. Donc je n'avais pas tellement le choix que d'accepter cette co-distribution, on va dire. Mais en fait, ça a été assez positif parce qu'elle a fait pas mal de ventes aux distributeurs salles dans les territoires sur lesquels elle avait les possibilités de le faire. Et moi, j'ai fait des ventes directes aux télés, aux plateformes SVOD et autres, parallèlement. Donc ça a été win-win pour le programme. La seule chose, c'est que dans ces cas-là, il faut vraiment se parler. Et communiquer pour ne pas se marcher sur les pieds et puis pour exploiter au mieux le programme.
Est-ce que Cécile, tu veux parler du court-métrage? Comment tu le positionnes par rapport aux autres genres que tu exploites? Alors, le court-métrage, il faut savoir que c'est un programme à part entière, parce que c'est un programme qui est quand même assez court, et c'est vrai qu'il y a certaines chaînes qui achètent du court-métrage, que ce soit en national et international, mais en fait, dans le marché national, c'est quand même assez difficile de vendre du court-métrage. Pourquoi? Parce que les chaînes vont généralement acheter un court-métrage qui ont une durée de vie de 1 an à 2 ans max. Alors qu'à l'international, ça se vend, ils peuvent prendre des programmes qui datent de 2019 par exemple, mais qui ont été primés en festival. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Autant, par exemple, pour les concerts, on mise sur la notoriété de l'artiste. Pour les courts-métrages, on mise sur le nombre de prix en festival que le court-métrage a obtenu. Et ça, c'est hyper important. Et justement, quand j'ai commencé à travailler dans les courts-métrages, je voyais le nombre de festivals auxquels un court-métrage a participé, c'est énorme, c'est énorme. Et dès justement la fin de la production du court-métrage, le producteur envoie directement au festival. J'ai même un court-métrage qui a été sélectionné à Sundance. Mais je ne suis pas sûre que le producteur s'est déplacé aux États-Unis. Donc il a envoyé et justement ça fait qu'on peut vendre mieux le court-métrage, et quand, par exemple, on remplit des fiches pour France Télévisions pour dire voilà, on aimerait que vous diffusiez notre court-métrage, ils demandent systématiquement où ça a été primé. Tandis que sur le marché international, il y a quand même une meilleure vie, une meilleure durée de vie pour le court-métrage. J'ai jamais été confrontée à. Je sais que les distributeurs qui prennent des droits en documentaire, ils vont prendre les droits pour les sorties salles, mais ils prennent tout droit aussi. Parce qu'en fait, ils vont trouver territoire par territoire un distributeur national qui va s'occuper de la sortie salle, par exemple, au Royaume-Uni. Et eux, après, en coordination avec eux, ils vont attendre, je suppose, la sortie salle pour la chronologie des médias et dire, OK, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer les autres exploitations en télé, en VOD, etc. Est-ce que l'une d'entre vous peut ajouter un point sur les questions de langue, en fait? Parce qu'en fait, avoir doublé un programme dans une autre langue, c'est avoir un autre programme en soi. Oui, tout à fait. À partir du moment où on a fait la première vente sur un territoire, par exemple en Espagne, on met systématiquement une clause dans le contrat qui nous permet de racheter la version espagnole, par exemple, à moitié prix, ce qui nous permet derrière de faire la deuxième vente, la troisième vente, etc. Donc c'est un vrai atout que d'avoir accès aux versions doublées, territoire par territoire, en le prévoyant dans le premier contrat de vente, dans le contrat initial. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Parce que j'aimerais bien qu'on puisse discuter avec l'audience. Peut-être que vous avez des questions à poser, mais avant... Non, juste une dernière remarque. On a eu la chance que Netflix habitue les gens à regarder un programme dans une langue qu'ils ne comprennent absolument pas, avec des sous-titres. Parce que ça a ouvert des marchés sur lesquels précédemment les programmes français faisaient 0. Vous avez encore du temps, hein. Vous avez un peu moins de 10 minutes si vous voulez poursuivre. Et après, on pourra passer la parole au public. Alors, il faut savoir qu'en termes quand même d'animation, les productions françaises sont très appréciées, hein, par contre. Hein. Ça, c'est vraiment les gens, que ce soit au Japon, les clients peuvent prendre facilement des productions françaises. C'est vrai, moins pour les documentaires, il faut vraiment que ça soit des productions plus internationales, des sujets internationaux. Qui par exemple traitent les États-Unis. Par exemple, moi j'ai bossé sur énormément de productions qui traitent des États-Unis. Pourtant, c'est des productions françaises et ça se vend hyper bien. Les close-up, Non, c'est des documentaires produits pour enquête exclusive. Ah oui. Donc, et ça se vend hyper bien à l'international. Ça se place comme des petits pains. C'est vrai que le doublage aide énormément. Ça aide parce que sous-titrage c'est pas top. À première vue pour un client qui n'est pas francophone, c'est pas top, mais le doublage il s'intègre dans le documentaire et par exemple moi ça m'est déjà arrivé en marché, on me dit j'ai proposé 3 minutes, j'ai fait regarder 3 minutes un documentaire, on me dit bah je le prends tout de suite. Donc c'est vraiment déterminant que ce soit le doublage et le sujet, que ce soit un sujet plus international, c'est ça qui marche quand même le mieux, en tout cas pour moi, en distribution.
Donc on voit à quel point la distribution audiovisuelle est un atout majeur pour la production en soi. Les vendeurs internationaux sont en fait des alliés qu'il faut contacter en amont d'un projet et qui permettra à ce projet de circuler à l'international. Merci beaucoup. Comme on voit, c'est un écosystème que moi je découvre en tout cas. Merci beaucoup parce que c'est très très intéressant. Est-ce qu'on a des questions? Et je suis sûr qu'on en a. Allez, j'arrive. Vous pouvez lever la main, c'est toi. Okay. Merci beaucoup pour l'échange. Oui, j'ai une question pour vous sur l'anticipation des désirs du marché en tant que distributeur. Tout à l'heure, on a parlé un peu plus tôt dans la journée du fait que les rythmes de production peuvent changer entre le moment où on développe un film et le moment où on le distribue et où on le diffuse, et où les désirs du marché peuvent avoir évolué, et on peut tomber dans un rythme où au moment où on développe un film, on va avoir un engouement pour un sujet, et 4 ans plus tard ou 3 ans plus tard, l'engouement du sujet aura totalement disparu. La question, c'est pour vous, en tant que distributeur, comment est-ce que vous anticipez les mouvements du marché et les désirs des spectateurs? Et est-ce qu'en tant que producteur, on peut venir vous voir et vous demander, là, aujourd'hui, il y a un sujet qui est en train d'arriver, est-ce que vous pensez que d'ici 3 à 4 ans, il sera mûr pour avoir une diffusion, une distribution d'un programme, d'un film, d'une série ou d'un documentaire? Alors, moi, en documentaire, je vais dire 3-4 ans, c'est trop long. En fait, en documentaire, si vous avez une idée, mais bon, le temps est moins long, je pense, que pour l'animation. Bon, alors, pour l'animation, n'en parlons pas, mais même pour la fiction. En documentaire, en fait, allez-y tout de suite. Si vous avez un sujet qui est un peu d'actualité, allez tout de suite, effectivement, saisir la température du marché à l'international, mais ne vous découragez pas, parce que comme je vous ai dit, de toute façon, vous pouvez être sûr que tout le monde lit la même presse, et tout le monde lit la même presse à l'international, partout on a les mêmes sujets maintenant. Enfin, on a une espèce de massification de l'information et de la culture qui fait que tout le monde a accès aux mêmes infos à peu près en même temps. Ce qui fera la différence en documentaire, éventuellement, c'est les accès que vous pourrez avoir à certains intervenants. C'est par exemple arriver à quelqu'un et dire « Oui, mais moi je sais qu'il y a par exemple, il y a déjà eu il y a 2 ans, mais moi j'ai accès à tel intervenant qui ne va parler qu'à moi. » Et je l'ai par écrit. Et donc, si vous voulez avoir vraiment la vraie info, ou j'en sais rien, ou alors un point de vue un peu différent par rapport à ce qui a été dit, c'est avec moi que vous allez le faire. Tout est toujours comme ça. C'est très difficile d'anticiper sur le long terme, véritablement. Ce que je peux vous raconter, c'est que quand Bruno Naon a eu l'idée et a créé la série Ainsi soit-il sur l'univers de la religion catholique et des prêtres, c'était très nouveau à l'époque, et il a lancé vraiment une tendance, ce qui fait que la série est devenue culte très vite. Et derrière, il y a eu d'autres productions sur le sujet. Il y a eu sur le pape, etc. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses, mais il a lancé une tendance. Donc dès l'instant où vous arrivez à aborder un univers dont on n'a pas encore parlé, qui est intéressant visuellement, qui est intéressant au niveau de l'histoire, et que vous réussissez à lancer quelque chose, là vous avez tout gagné. Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit. Moi j'avais une question sur les droits d'auteur lors des diffusions sur les plateformes des chaînes. Je voulais savoir si le scénariste-réalisateur touchait quelque chose ou rien du tout. Vous avez parlé de Arte et aussi de la chaîne publique espagnole. Est-ce que quand c'est diffusé sur leur plateforme, est-ce qu'il y a des droits d'auteur de reverser au scénariste-réalisateur ou rien? Alors, je pense que c'est à mon avis, c'est des grandes questions réglementaires sectorielles, en fait. Je sais qu'il en a été question, et c'était l'une des batailles en France, en tout cas. À l'international, c'est encore autre chose. Il faut qu'il y ait une rémunération pour les auteurs. Je parle des auteurs, j'englobe un petit peu tout. Donc, sans trop m'avancer, je suis quasiment sûre qu'en France, maintenant, il y a des reversements. En revanche, je sais que la SCAM a des accords avec les pays francophones pour récupérer des recettes pour des ventes en Belgique, francophone, Suisse, Canada. À l'international, réellement, eh bien, c'est la jungle, je crois.
Je pense qu'il y a des accords avec la SACD, très honnêtement. En ce qui concerne la France et surtout par rapport aux plateformes, effectivement, l'auteur scénariste, l'auteur réalisateur va percevoir des royautés, surtout grâce aux accords avec Netflix et autres. Il y a des royautés qui sont perçues. Oui. Et oui, je confirme. En tout cas, sur le marché francophone, oui. Il y a des droits d'auteur qui sont, des revenus qui sont perçus pour le producteur. Après, les droits AVOD, FreeVOD aujourd'hui ne sont pas valorisés, même pour les ayants droit. Donc après, ce que touchent les auteurs, ça ne doit pas être non plus très, très important. Oui, mais alors, je pense que nous, on parle de recettes, nous, en tant que distributeur, mais je pense que même tout cela, c'était un débat il y a quelques années sur, effectivement, nous, en tant qu'auteurs, réalisateurs ou auteurs, par exemple, de celui qui a écrit le documentaire, quand le documentaire, il est cliqué, donc il y a des revenus publicitaires associés à ça, est-ce que ces revenus ne génèrent-ils pas des droits d'auteur aussi ? Je crois que c'était ça le sens de la question de monsieur, je ne sais pas. Oui, mais parce qu'en fait, vous avez deux niveaux. En fait. Vous avez les revenus que vont vous reverser le producteur par le contrat que vous avez avec lui, et vous avez aussi les revenus, par exemple, que la chaîne vous verse lors de la diffusion. Et alors, pour la VOD, je suis quasiment sûre, enfin, c'était un gros débat sur la table il y a quelques années. Franchement, contactez la SCAM ou la SACD, effectivement, pour leur poser la question. Ils pourront vous dire, en fait, plus que nous. Aucune idée. Voilà, c'est ça. Demandez à un producteur. Moi, je suis une vendeuse, en fait. Bonjour. Alors, j'ai une petite question rapide. En fait, je voulais savoir quelle était la différence entre un mandat de distribution en télé et en ciné pour un film de fiction. Alors, en fait, un distributeur de long métrage va faire des ventes tout droit. C'est-à-dire qu'il va vendre le long métrage dans un territoire. Alors je vais prendre l'exemple de l'Allemagne. Il va vendre l'Allemagne et les germanophones, on va dire, à un client, qui est un distributeur salle local, qui va s'occuper de toutes les exploitations sur place. C'est-à-dire qu'il va d'abord sortir le film en salle dans ces territoires, ensuite il va l'exploiter en VOD, ensuite il va faire les ventes télé, etc., etc. Et il va tenir le producteur informé de toutes ces ventes, lui reverser les recettes, etc. Mais c'est lui qui s'occupe de tout. Une fois que ce territoire est cédé, il en a l'exclusivité, il en fait son affaire, il l'exploite. Alors que nous, quand on vend un téléfilm sur un territoire, on fait par exemple une vente télé, et au-delà de la durée des droits cédés, c'est-à-dire 2 ou 3 ans, on va le revendre éventuellement à une autre télé, ou éventuellement à une plateforme SVOD, ou éventuellement... Voilà. Mais en fait, c'est nous qui gardons la main tout le temps, alors que le vendeur long métrage va trouver un distributeur salle et lui cède la main sur les territoires en question. Mais il y a une différence sur les mandats ou pas ou oui, oui, parce que déjà, nous, dans nos mandats de distribution télé, on n'a pas les droits sorties salles, parce qu'en général, le producteur ne les a même pas négociés en amont avec l'auteur, avec les auteurs, donc on ne les a pas. Et après, les taux de commission sont plus élevés en télévision qu'en cinéma, mais c'est aussi souvent parce que les prix de vente ne sont pas les mêmes. Ouais, je crois qu'il faut peut-être que tu précises, Marie-Laure, parce que tu as déjà dû en avoir, qu'effectivement, le cinéma et la télévision, c'est deux réseaux extrêmement très divers. Ce n'est pas du tout les mêmes conventions collectives en France, par exemple. Et même, c'est vrai qu'au niveau des mandats, même au niveau des frais qu'un distributeur cinéma va demander à un producteur par rapport aux frais que va demander un distributeur télé, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout les mêmes contrats, je pense. Et ce ne sont même pas les mêmes marchés. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils vont sur les marchés long métrage, nous, on va sur les marchés télé. Il y en a très peu qui sont en commun. On est vraiment sur deux métiers différents, effectivement. Ouais. Quand tu parles de marché, c'est plutôt le MIPCOM, le Content London, tandis que les distributeurs salles vont sur des festivals, en fait. Des festivals de Cannes, la Mostra, tout ça. Ouais. Tout à fait. Alors après, parfois, les deux métiers se rejoignent. Il m'arrive de distribuer un téléfilm Arte que je vais positionner comme si c'était un long métrage et le vendre en tout droit
à des distributeurs salles, pays par pays, parce que c'est comme ça qu'il sera le mieux exploité. Et ça, c'est l'agilité du distributeur qui trouve des solutions sur des niches pour exploiter au mieux vos programmes. Mais en tout cas, moi, je vous invite à vraiment vous rapprocher donc, de Cécile, Marie-Laure et Anne, qui ont des spécificités. Et Betty aussi. Qui sont vraiment spécialisées dans le genre, hein, donc fiction, court-métrage, concert et documentaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci à tous. Eh bien, on va se quitter le temps de la coupure déj. On se retrouve ici à 14h30 précise pour une masterclass de Marie-Ange Luciani. Et ensuite, on enchaînera avec des super tables rondes sur la place du producteur et tout ce qu'on aurait voulu savoir avant de faire son premier long. Merci.